Europe Matin Week-end. Léna Egmonier. 7h11 sur Europe 1, bienvenue à tous. On va parler santé ce matin avec cette réorganisation. Que veut Emmanuel Macron? Prescription du chef de l'État qui présentait vendredi ses vœux aux soignants, la première fois d'ailleurs depuis qu'il est président. Bonjour Patrick Pelloux. Bonjour. Vous êtes médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous, d'autant que vous êtes à l'hôpital sur votre lieu de travail. Cette réorganisation express, 5 mois pour réformer, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah mais rien du tout, parce que c'est impossible et c'est une grande incantation, avec tout le respect qu'on doit au chef de l'État, mais c'est une grande incantation. En fait, ce qu'il a développé, c'est des choses, par exemple, la remise en cause de la tarification à l'activité, c'était quelque chose dont il avait déjà parlé en 2017, qui était dans son programme Santé 2022 et qui n'a pas été faite, d'accord. La réorganisation, c'est très très flou ce qu'il a dit. Il y a déjà des concertations qui ont lieu, mais personne n'est d'accord autour de la table. Et ça engendre, parce qu'il y a toujours la loi de 2007 qui sévit l'hôpital-entreprise. Donc d'un coup, ça a fait que, par exemple, la cellule ouvrière de l'hôpital, qui est le service hospitalier, qui parle à tout le monde, c'était divisé en services de spécialité, avait quasiment disparu. Et là, en fait, il dit on va réorganiser, mais on sait pas, il n'y a pas de feuille de route, contrairement à ce qu'on croit. Alors, plus d'infirmiers à l'hôpital, des gardes mieux rémunérés, ce sont des choses que vous demandez quand même depuis un moment. Oui, non, mais ça c'est pour les gardes mieux rémunérés. Il en a parlé pour le monde libéral, pas pour le monde hospitalier. Premièrement, deuxièmement, il y a un gros sujet sur le statut des praticiens hospitaliers, c'est-à-dire les médecins qui travaillent à l'hôpital, puisqu'on a perdu avec le Ségur 4 échelons, ce qui représente beaucoup d'argent, ce qui a expliqué la fuite des pédiatres à l'automne. Il n'y a pas d'autre explication, c'est ça. Et évidemment, comme on a perdu 4 échelons à cause du Ségur de la santé, ça fait autant de moins à la retraite. Donc, il y a un problème d'attractivité. Pour les infirmières, il faut juste que vous sachiez que les infirmières, en 2023, elles gagnent proportionnellement à l'économie moins d'argent que ce qu'elles gagnaient en 1980. Donc, il n'a pas dit un choc d'attractivité pour les personnels soignants, qui représente en gros 30% d'augmentation. Si vous faites pas ça, on pense qu'il y a entre 120 000 et 150 000 infirmières qui ont arrêté de travailler et qui sont avec les diplômes, qui pourraient revenir travailler à l'hôpital, ce qui soulagerait tout. Ce qui fait que la catastrophe et la déliquescence du service public qu'on a, elle se mesure par un chiffre. Nous sommes passés en dessous de la moyenne européenne des lits pour 100 000 habitants. Hospitalier. Ce qui est effectivement assez édifiant. Alors, vous et d'autres de vos confrères, vous alertez depuis très longtemps sur la mauvaise santé de l'hôpital en France. Vous avez l'impression que votre ministre vous entend, parce qu'il est médecin, il est urgentiste, il est syndicaliste, il a eu les mains dans le cambouis. Pourquoi on a l'impression que ça n'imprime pas? Il n'a pas les mains libres? Il n'a pas les mains libres. Vous avez la bonne réponse. En fait, le ministère de la Santé, il est administré par Bercy. C'est tout. C'est l'économie qui pèse tout ça, et ce pauvre François Braun, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il peut, parce que quand je l'ai au téléphone, quand on s'appelle assez régulièrement, on est assez d'accord sur la revalorisation des gardes pour faire que une meilleure égalité de rémunération entre le privé et le public, parce que là, c'est vraiment considérable les écarts qu'il y a eu au cours de ces dernières années. Mais il n'a pas les mains libres. Et du coup, notamment pour les 4 échelons des praticiens hospitaliers, c'est bloqué par Bercy. Et puis là, vous remarquerez que les premières interviews qu'ils ont faites au décours de la présentation présidentielle, c'est de dire il n'y aura pas de moyens supplémentaires. Je voudrais juste vous donner une précision, parce que vous allez me dire, mais alors on a donné 19 milliards d'euros pour le Ségur en 2020. Mais non, en fait cet argent il est sur 10 ans, c'est-à-dire 1,9 milliard sur 10 ans, et c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent pour la dette. C'est-à-dire, en fait, c'est de l'argent qui a été donné pour les banques et les assureurs pour leur garantir le financement des dettes des hôpitaux. C'est pas 1,9 milliard qui a débarqué dans les hôpitaux. D'autre part, ce qu'ils ont fait, ils ont ciblé des investissements sur des investissements du bâti, de la rénovation, etc., qui sont pas des investissements sur le personnel. Ce qui fait que là, si vous voulez, il y a un vrai problème sur l'attractivité dans la fonction publique pour le personnel. Et c'est une vraie question. Voilà, c'est une vraie question, parce que là, en fait, les annonces du président de la République, il y a rien.
Et cette dégradation-là du système, vous l'observez depuis quelques années. On entendait Brigitte Macron l'autre jour nous dire que comparé à ailleurs, on était bien soigné en France, que l'hôpital se portait bien. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que notre système permet encore aux Français d'être bien soignés? Alors, Madame Macron est bien soignée parce qu'elle est dans un réseau qui va lui permettre d'avoir un bon réseau de soins. D'accord. Comme des gens qui sont bien placés sur un certain nombre de métiers et qui ont leur téléphone portable avec un répertoire bien garni. Bon, bien garni, ça veut dire quoi? Avec des médecins, des filières de soins à eux, etc. Mais c'est pas la même chose quand d'un coup vous habitez en Seine-Saint-Denis. C'est pas la même chose quand vous êtes avec un petit boulot, vous n'avez pas de réseau, etc. et où on vous dit c'est très compliqué. Et en fait, il y a eu une dégradation. Alors, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Vous savez que maintenant, on a une mortalité péri-infantile après le postpartum, c'est-à-dire après la naissance, ouais. D'accord, qui est catastrophique. On est au niveau de certains pays en voie de développement parce qu'on a fermé trop de maternités. On a été trop loin. Là, on sait qu'on a eu une surmortalité de 10 000 cet été. Alors, le ministère s'est abrité derrière la canicule pour ne pas dire que c'était le problème de l'accès aux soins. Là, vous avez une surmortalité avec la grippe et le Covid qui continue à tuer à peu près 100 à 120 personnes par jour. Voilà, vous voyez, j'étais de garde cette nuit. D'un coup, vous n'avez pas de place sur Paris en unité de cardiologie. Les réanimations sont pleines, etc. Et on est sur toujours les mêmes problèmes. Alors, on peut toujours dire, on est quand même bien soigné en France, etc. Non, le truc, ils confondent le remboursement parce que vous avez encore, et heureusement, la sécurité sociale, qui est un des piliers de la République aujourd'hui, d'accord, et qui fait la garantie du soin en France. Mais l'accès aux soins, il est totalement ratiboisé. Là, cette nuit, dans Paris, il y a des gens qui sont décédés de mort naturelle. Nous n'avons pas de médecin pour aller faire les certificats de décès. Donc pour l'instant, les gens, ils gardent les cadavres chez eux et on ne sait pas si cet après-midi, on trouvera un médecin pour aller au domicile. Ouais, c'est assez édifiant. En tout cas, merci beaucoup. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité en France aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet ô combien important ce matin sur Europe 1. Bon courage, puisque vous êtes de garde, vous l'avez dit, puisque vous êtes également sur le terrain. Merci à vous, Patrick Pelloux. Merci à vous.